Et bonjour tout le monde, vous êtes sur le francophone avec Yann et Mathieu. Comme on le sait, le nombre de cas d'infections fongiques opportunistes à travers la planète, c'est plus de 1 million de cas au niveau invasif pulmonaire. Ça comprend l'aspergillose, les pneumocystis, les cryptococcus, surtout chez nos patients immunosupprimés. Aujourd'hui, on parle un peu plus d'aspergillose dans le contexte COVID et dans le contexte d'influenza. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Allô Mathieu, ça va bien? Hey, salut Yann, salut tout le monde, ça va super bien toi? Oui, vraiment. Aujourd'hui, on parle de COVID. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Comme à l'habitude, on spécifie que ce qu'on dit aujourd'hui peut être de la littérature obsolète dans les prochains jours, mais on va essayer d'être le plus précis possible. Et je pense que ce podcast-là devrait bien vieillir dû au sujet, donc les infections opportunistes, comme je le disais tout à l'heure. On le sait qu'il y a 4 millions de décès annuellement par des infections pulmonaires de type pneumonique à travers le monde. Et de ces décès-là, il y a environ entre 500 000 et 800 000 qui sont causés par l'influenza. De ces infections d'influenza-là, on sait que 25 vont avoir une co-infection bactérienne. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est les co-infections fongiques. On sait qu'il y a des infections à aspergillose aussi vieux que 1952 qui a été décrit. Je pense que le premier cas vient de cette année-là. Mais franchement, le H1N1 en 2009 est venu démontrer une association entre l'influenza et l'aspergillose jusqu'à 23 des cas, mais ça va de 7 à 32 selon les études. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ce qu'on appelle les IAPA, donc les Influenza Associated Pulmonary Aspergillosis, il y a 50 à 60 de mortalité, mais il y a seulement entre 15 et 30 de mortalité associée à l'infection bactérienne. Donc, une étude récente des Pays-Bas qui montrait la mortalité qui était beaucoup plus élevée chez les CAPA, donc les COVID-Associated Pulmonary Aspergillosis, montrait jusqu'à 67 de mortalité versus 32 lorsque les patients n'avaient que le COVID sans infection fongique associée. C'est possiblement sous-estimé, tous ces cas-là, parce que c'est assez difficile d'obtenir des échantillons. On sait qu'avec la nature aérosolisation de la maladie, il y a beaucoup de cliniciens qui s'empêchent des fois de faire des tests comme des lavages broncho-alvéolaires. Mais quand même, on se rend compte que le nombre de cas est probablement en croissance et il faut en tenir compte. Ce qui nous amène à vous parler aujourd'hui de l'étude qu'on a trouvée dans le Critical Care. C'est une étude berlinoise en date du 28 janvier 2022 qui est en Open Access. Naturellement, Mathieu, on va mettre toutes les références dans les notes de la balado comme à l'habitude. Puis il y a beaucoup de références qui viennent appuyer un peu cette étude-là. Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est une super belle étude parce qu'on pense beaucoup, tu sais, quand on parle de l'influenza, tu sais, on est tout au courant là, qu'il y a des surinfections bactériennes. Puis tu sais, peut-être que la mortalité est les plus basses parce qu'on est plus au courant, puis on le sait, puis on les traite plus facilement. Mais les infections opportunistes, souvent, on y pense pas. Puis c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi que la mortalité est plus élevée. Fait que je trouvais ça important, puis très intéressant comme papier que ça soulève un petit peu là, ce risque augmenté potentiel là, d'aspergillose invasive qui soit associé à la COVID ou à l'influenza. On va être appelé à en voir de plus en plus là, dans le futur. Absolument. Puis ce qui est bien dans cette étude-là, c'est qu'ils ont essayé de créer un lien entre l'utilisation de la dexaméthasone et l'aspergillose invasive pulmonaire. Donc, ce qu'ils ont fait, comme je le dis, c'est une étude berlinoise avec 13 unités de soins intensifs. Ils ont identifié 552 patients. Et là-dessus, ils en ont trouvé 47 avec un diagnostic probable ou confirmé d'aspergillose. Globalement, on n'ira pas trop dans les chiffres, mais ce qu'ils se sont rendus compte, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des patients, en fait, les patients qui ont eu une aspergillose, donc les 47 patients, donc le 9 des patients, avaient tour à tour des plus hauts taux d'interleukine 6, donc beaucoup plus inflammatoires, des plus hauts taux d'ARDS, des plus hauts taux de thérapie de remplacement rénal, mais surtout une plus haute mortalité qui ressemble beaucoup aux chiffres de l'étude des Pays-Bas que je parlais. Donc, 64 de mortalité versus 48 de mortalité pour les groupes qui étaient sans aspergillose avec des P toutes significatifs. Un bémol qui disait, c'est que c'est un centre tertiaire qui recevait jusqu'à 44 de leurs patients qui venaient de l'externe. Donc, probablement qu'il y avait un biais de sélection avec des patients plus malades, mais ça concorde quand même avec la littérature du 50 à 60 de mortalité associée lorsqu'on a une aspergillose.
Mais la conclusion qui était le plus importante à retenir, c'est que le odd ratio est à 3,1 en lien entre la cortisone et l'aspergillose. Donc, 3 fois plus de chances de développer une aspergillose lorsqu'on est sous dexaméthasone. Il faut comprendre qu'ils l'ont bien spécifié, que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de donner du décadron parce que le bénéfice pour la mortalité est encore là de façon très significative et très reconnue depuis l'étude Recovery. Puis, ils n'ont parlé de Recovery parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vu une augmentation significative. Des fois, le diagnostic, Mathieu, de l'aspergillose est difficile à les faire un peu. Alors, selon toi, puis selon ce que tu as pu voir dans l'étude, ça serait quoi les meilleures manières de diagnostiquer l'aspergillose? Ben, tu sais, ça reste un peu la même façon que les aspergilloses qu'on avait avant. Tu sais, ça va être le dosage de galactomannan sérique, tu sais, tout en gardant en tête qu'il y a quand même des faux positifs là, associés à ça. Fait que, tu sais, si jamais on a un positif puis on s'en attend pas, là, peut-être que ça vaudrait la peine là, à ce moment-là d'aller en lavage broncho-alvéolaire pour le tester à ce moment-là. Tu sais, tu le sais mieux que moi, là, Yann, pour ce qui est du lavage. Puis c'est peut-être une des raisons, comme tu l'as dit, puis les auteurs l'ont très bien mentionné, qu'on est passé peut-être à côté de tout ça ou qu'on les a diagnostiqués peut-être plus tardivement parce que, surtout au début, hein, parce qu'il faut se rappeler que c'est une étude qui est en 2020. Donc au début, tu sais, on le savait pas trop, puis on était peut-être moins interventionniste, donc on y allait peut-être moins faire des broncos. Fait que, tu sais, je pense que ça demeure euh, une approche diagnostique de choix, là. Oui, puis il spécifiait qu'il voulait les deux, hein, la méthode d'aller chercher la culture elle-même par le lavage bronchoalvéolaire et les antigènes spécifiques là, qu'on appelle les galactomannan. À partir de juin 2020, l'étude Recovery a montré l'efficacité de la dexaméthasone. Donc, on a pu voir dans l'étude une augmentation significative à partir de juillet 2020, vu que la dexaméthasone est utilisée chez à peu près tous les patients qui nécessitaient de l'oxygène dans les hôpitaux et spécialement dans les unités de soins intensifs. Il est à noter que le tocilizumab n'a pas été pris en compte dans cette étude-là, vu que le toci est arrivé probablement vers la fin 2021. Mais à ce moment-là, c'était uniquement la dexaméthasone. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre mars et juillet, il y avait à peu près 4,5 des patients qui développaient de l'aspergillose. Mais entre juillet et décembre, c'est 10,6 pour un total d'à peu près le 9 que je vous parlais tout à l'heure. Et la plupart de ces diagnostics-là se sont faits à peu près une semaine après l'admission. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été identifiés dans cette étude-là. Puis c'est les facteurs de risque qu'on connaît en général pour les maladies fongiques opportunistes. Toutes les néoplasies hématologiques, les patients qui sont post-greffe, les patients cachexéiques avec des indices de masse corporelle extrêmement abaissés, tous les patients qui avaient des problèmes rénaux qui étaient sous thérapie de remplacement rénal, les maladies pulmonaires chroniques là, comme les MPOC ou les patients qui avaient de la fibrose kystique. Et naturellement, un des facteurs de risque le plus de développer une maladie pulmonaire associée, c'est la ventilation mécanique, donc toutes les pneumonies acquises sous ventilateur, autant bactériennes que fongiques. Alors, c'est un petit peu ça donne un chiffre et ça donne surtout un signal d'alarme de garder en tête que les maladies fongiques et les surinfections fongiques, je devrais dire, on doit les garder en tête assez rapidement lorsqu'on voit que notre patient ne s'améliore pas vraiment. Naturellement, comme dans toutes les études, il était tout à fait ouvert en disant il va falloir plus d'études pour voir si nos patients avaient une dose adéquate. Est-ce que la durée de traitement, est-ce qu'on devrait changer les doses de décadron et de la durée du décadron? On le sait qu'eux, ils ont utilisé le 6 mg 10 jours, bien fixe en respectant un recovery. Mais on le sait, Mathieu, que décadron 6, c'est pas grand-chose. Hein? Dans les faits, là, on est habitué de donner des fois beaucoup plus de cortisone que ça. Là. Ben oui, Decadron 6, il faut se rappeler, c'est Solumédrol 32 ou Prednisone 40 mg. C'est des doses qu'on donne de façon standard, même plus en exacerbation aiguë d'MPOC, là. Fait que, tu sais, on est habitué de donner des doses plus élevées, fait que pis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit d'emblée, tu sais, les surinfections fongiques en exacerbation d'aiguë d'MPOC, tu sais, on n'a pas autant qui en rapporte là. C'est sûr que là, un COVID, on a peut-être plus de cas en termes de nombre numérique, mais moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est, il y a peut-être un lien, oui, avec les traitements, puis ça, on le savait, hein, les cortisones, ça augmente ton risque de surinfection fongique, mais est-ce qu'il y a un lien aussi avec la pathophysiologie des virus? Que ce soit l'influenza ou le SARS-CoV-2, puis un papier, puis on va le mettre dans les références. Il est très aride à lire, mais ce qu'on peut ressortir, c'est que la pathophysiologie en soi du virus, que ce soit le SARS-CoV-2 principalement, même l'influenza, c'est qu'en brisant l'intégrité de la barrière au niveau cellulaire, puis toute l'inflammation que ça crée, puis tous les désordres au niveau de l'immunité que ça fait, ça pourrait juste ça favoriser
les surinfections fongiques. Fait que des fois, est-ce que, surtout au début, dans cette étude-là, est-ce que c'était juste le reflet des infections, puis comme c'était la première vague, on savait pas trop comment les traiter, on voit ça, mais il y a clairement un lien avec l'usage des corticos, fait que moi, le message que je retire beaucoup, c'est que quand on joue sur l'immunomodulation, qu'il faut qu'on quand même continuer de le faire, parce que c'est une des pierres angulaires du traitement, mais il faut quand même garder ça en tête que ça peut peut-être augmenter notre risque de surinfection fongique. Dans la première partie, tu as raison, probablement que la nature elle-même, avec toutes les brilles de la muqueuse et tout ce que l'influenza ou le COVID peut causer comme problématique, puis exacerber le nombre d'infections fongiques qui étaient là, mais probablement, ils l'ont pas spécifié, les auteurs, mais probablement qu'ils donnaient aussi de la cortisone. On en donnait de la cortisone dans les premières vagues, mais pas de façon systématique. On le donnait peut-être pour nos MPOC qui étaient bronchospastique. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un lien à ce niveau-là de donner de cortisone. Puis, je me rappelle que probablement que je donnais beaucoup plus de cortisone dans la première vague lorsque j'avais un MPOC que je lui donnais un Solu-Médrol 40 aux 6 heures pour 72 ou 96 heures. Alors, les taux de cortisone étaient très, très, très élevés à ce niveau-là. Maintenant, les auteurs ne parlaient pas des traitements, mais j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis, tu es notre pharmacien, donc on le sait tous. En général, la première ligne pour l'aspergillose, c'est le voriconazole. Quelques mots là, sur le voriconazole pour un peu orienter nos auditeurs. Oui, ben, il faut se rappeler, hein, c'est un antifongique de la famille des azoles. Donc, comme tout azole, hein, ça passe par le foie, donc il y a beaucoup d'interactions avec le bon vieux cytochrome 3 à 4, hein, surtout. Donc, il faut garder en tête que si on donne du Vorico, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'interactions médicamenteuses. Fait que naturellement, on parle à notre ami le pharmacien. L'autre chose aussi, il y a une petite particularité du Vorico IV. Il y aurait comme agent dans la formulation, il y a de la cyclodextrine. Au départ, on pensait qu'en insuffisance rénale, ça s'accumulait et que ça pourrait causer des problèmes, mais de plus en plus dans la littérature, on semble se rendre compte que ça n'a pas vraiment d'impact pour un 5 à 7 jours de traitement. Donc, on pourrait raisonnablement débuter un traitement intraveineux de Vorico sans nécessairement se soucier de ça pour au moins une semaine. Après une semaine, il faudrait voir est-ce qu'il faudrait passer Peros ou est-ce qu'il faudrait pas changer nos agents. Surveillez bien votre fonction hépatique parce qu'on le sait que la COVID elle-même fait qu'on a des enzymite toujours. Le tocilizumab aussi peut en faire. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses qui affectent le foie. Donc, le Vorico, même si c'est la première ligne, faire attention puis de parler avec votre pharmacien. En cas d'échec ou de décision d'aller vers l'autre traitement, celui qui est l'enfant terrible, comme t'aimes l'appeler, l'enfant terrible, parle-moi un peu de l'enfant B, là, qu'est-ce qu'il faut retenir de base? Ah, l'info terrible. Que dire de plus que c'est terrible? Mais c'est super bon pour traiter l'infection fongique, même que ben, c'est tellement bon que des fois, il n'y a plus de patients, donc c'est sûr que ça va traiter l'infection. Ça va briser les reins, ça va créer plein de problèmes de désordre métabolique, mais ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est vraiment une deuxième ligne de traitement. Puis de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant de se rendre à l'info terrible, on aurait d'autres azoles qu'on pourrait donner si c'est disponible. Au Canada, l'isavuconazole est de plus en plus disponible, peut-être pas disponible partout, mais ça pourrait remplacer le Vorico, puis il y aurait également le posaconazole. Donc on essaie vraiment de garder les azoles en premier, sinon ben, on peut y aller avec l'info terrible. Puis, lorsqu'on a peut-être une contre-indication à l'amphobie ou qu'on n'a vraiment pas une bonne réponse à toutes les premières lignes de traitement, je pense qu'on peut faire certaines combinaisons, hein, Mathieu, qui seraient peut-être un peu en dehors des labels, là, comme on appelle, mais qui pourraient peut-être avoir un certain effet bénéfique. Fait que c'est quoi les combinaisons que tu as déjà utilisées? Ben, les combinaisons qu'on peut faire avec les azoles, c'est sûr que tu sais, quand on est rendu là, c'est peut-être bon de parler avec nos amis en microbio-infectio, parler avec nos amis pharmaciens naturellement. On peut combiner les échinocandines, comme la caspofongine par exemple, avec du voriconazole. Il y a de la littérature qui supporte l'utilisation. Ça se fait même avec l'amphoterib aussi. Il y a quelques données. Tu sais, on est dans les rapports de cas plus que dans les grosses études. Donc, c'est vraiment ça. Tu gardes ça dans ta petite poche quand ça évolue pas de la bonne façon. OK. Vraiment intéressant. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait ces genres de mix-là, mais je vais en parler avec nos microbiologistes. Globalement, on voulait juste vous allumer aux infections fongiques puis donc à l'aspergillose parce que je pense qu'on les a vraiment sous-estimées. Personnellement, j'en ai eu quelques cas là, dans les derniers mois, peut-être dans les derniers 6 à 10 mois.
Puis je pense que de se le garder en tête, donc de devenir beaucoup plus aux aguets et à l'affût de l'aspergillose, autant dans le COVID que dans nos patients influenza, parce qu'on le sait que l'influenza va faire un retour lorsque le COVID va commencer à se calmer, beaucoup plus fréquent qu'on peut penser, je crois. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est lorsque votre patient, dans un minimum de 5 à 7 jours, peut-être après une semaine, vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, qui stagne ou même qui se détériore, et ça peut être dans les 14, 15, 21 jours. Là, on sait que des fois, on garde des patients très longtemps intubés aux soins intensifs. Je pense que d'aller faire les tests agressifs et invasifs avec les lavages broncho-alvéolaires, il ne faut pas avoir peur de le faire. Maintenant, on a tous nos équipements de protection adéquats, donc il n'y a plus vraiment de risque d'aller faire ça, mais de garder ça en tête. D'autres messages, Mathieu, que tu penses qu'il est important à nos auditeurs de retenir? Ouais, ben c'est tout ce qui touche l'immunomodulation, hein, tu sais, l'étude, elle vient vraiment de démontrer que les corticos, le décadron, même à des plus petites doses, ça augmente le risque. Fait que là, en plus, avec COVID stéroïde 2, hein, on se rappelle qui avait étudié 12 versus 6 mg. Puis là, on a l'étude de Recovery qui est en train d'étudier là, la dose de Dexa-RDS, donc 20 mg dié pour 5 jours, puis 10 mg dié pour un autre 5 jours. Donc, ça aussi, ça pourrait augmenter un peu plus le risque. Fait que dès qu'on joue avec des doses un peu plus élevées, il faut avoir ça en tête. Puis, c'est sûr que là, les études, ils commencent un peu à sortir sur les autres immunomodulateurs, tu sais, ce qu'on appelle les MAB, là, tu sais, tocilizumab ou le sarilumab, qui sont des anti-interleukine 6. C'était des risques connus, mais comme c'était des médicaments de niche, on y pensait pas beaucoup. Mais là, on les utilise de façon plus grande, à plus grande échelle. Donc, eux aussi peuvent ajouter au risque. Puis il faut garder en tête que ces deux-là ont un délai d'action de 3 à 5 jours, puis une durée pour une dose d'à peu près 28 jours. Donc, ils vont faire effet un peu plus longtemps. C'est un peu comme une... J'aime faire le parallèle avec les insulines. C'est comme une insuline lente de l'immunomodulation. Fait que ça va prendre un peu de temps avant de commencer à agir, mais ça va rester plus longtemps. Fait que même si on donne du Toci ou du sarilumab, il faut garder en tête que le risque, même à 3 jours, à 3 semaines, il est encore là. Exactement. Puis, il faut avoir la même réflexion, je crois, avec les JAK, là, le baricitinib, là, par exemple. Puis aussi, le décadron, ben, on le donne pour 10 jours, c'est ce qui est recommandé, mais ça arrive des fois qu'on doit continuer pour une raison ou pour une autre, pour une complication, parce que le patient s'améliore pas, puis il y a encore les poumons blancs. Donc, on peut continuer des fois le décadron. Donc, plus on continue ces médicaments-là longtemps, plus on augmente les doses, plus on se met à risque à ce niveau-là. Au niveau de la prophylaxie, Mathieu, est-ce que tu penses qu'on aurait un gain de donner une prophylaxie au niveau des infections fongiques? Non, je pense pas. Puis il n'y a pas de littérature qui le supporterait, que ce soit une prophylaxie ou même un traitement d'emblée sans qu'on ait prouvé qu'il y a de l'aspergillose. Et je pense que pour l'instant, c'est pas indiqué. Puis je suis pas au courant de littérature qui supporterait cet usage-là. Peu importe l'immunomodulation qu'on fait. Parce que je disais, sarilumab puis tocilizumab, hein, ça prend du temps puis ça dure un peu plus longtemps. Tu as parlé aussi des JAK kinases aussi. Il faut garder en tête que les JAK kinases, eux, sont un petit peu plus rapides. Hein. Le début d'action Ouais. est plus rapide. Fait qu'une fois qu'on va l'arrêter, l'effet ne durera pas très longtemps comparativement au TOCI. Faut garder en tête, hein, dépendamment de l'immunomodulation qu'on fait, ben, on va moduler le risque aussi, qui risque de toujours être toujours à la hausse. Là. Puis le baricitinib, les Jackinos, ben, c'est pour 14 jours de traitement. Donc, ça aussi, ça vient étendre ça. C'est peut-être un peu moins long que nos MAB de base, là, jusqu'à 28 jours. Et donc, je dirais, dans le 7 à 28 jours qui suit le début d'un traitement d'un patient intubé aux soins intensifs ou sous ventilation non invasive, avec n'importe quelle comorbidité, gardez en tête l'aspergillose, puis gardez ça en tête également lorsque l'influenza va revenir. Finalement, ben, comme on le sait, je dirais de toujours consulter votre microbiologiste, votre pneumologue, puis votre pharmacien pour être capable de vous démêler là-dedans. Ça peut devenir assez complexe, puis surtout avec les choix de traitement. Donc, d'avoir toute une équipe autour de vous à ce niveau-là, je pense que c'est une bonne chose. Dernier mot, Mathieu? Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais le message aussi, il faut continuer à donner des corticos, c'est extrêmement important. Ouais. Pour l'instant, c'est comme la thérapie le plus prouvée, même les MAB aussi. Donc, il faut continuer à faire l'immunomodulation chez nos COVID sévères. Qu'ils soient intubés ou non, ils sont quand même à risque. Fait que si vous avez un patient qui est à l'étage, qui décompense, puis qui se met à décompenser, mais on l'a pas nécessairement intubé, mais qui a reçu une immunomodulation, il faut quand même le garder en tête. Même si on sait que c'est la ventilation qui invasive qui augmente plus le risque, n'empêche qu'on peut quand même le voir chez quelqu'un qui n'a pas été intubé, par exemple.
Excellent, merci Mathieu. J'espère que vous avez aimé ce court épisode. On voulait vraiment vous allumer sur ce sujet-là. Alors, n'hésitez pas à partager nos podcasts avec tous vos collègues. On est sur toutes les plateformes habituelles et on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. En attendant, venez nous rejoindre sur Twitter pour discuter des sujets chauds de la COVID et autres sujets. Au revoir, Matt. Salut Yann, salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.